Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de J'aime trop ton signe. Nous sommes trop contents de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode très spécial. Comme tu peux l'entendre, je ne suis pas Amina et si tu ne l'as pas remarqué, shame on you. Nous avons pris mes consoeurs et moi Amina en otage pour son anniversaire. Nous sommes les anciennes élèves du Mentoring 3 et aujourd'hui nous avons décidé d'analyser son thème. C'était parfait et j'ai presque l'impression que tu as réussi à imiter ma voix. J'ai Neptune à l'ascendant, ça doit être ça. Quelle folle. Lune Mercure, les imitations. En plus aussi, ben oui. C'est parfait. Bon, bienvenue. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, pardon. Je suis trop contente de vous retrouver ici. Donc, il n'y a pas tout le monde qui a pu être présent, mais on est déjà beaucoup et ça va être hyper riche. Je vous ai invité dans cet épisode de podcast justement à l'occasion d'un épisode spécial que je voulais faire parce que chaque année, j'essaie de faire un épisode un peu spécial le jour de mon anniversaire et ça faisait un petit moment que je me travaillais pour essayer de trouver un concept cool pour vous inviter sur le podcast et pour faire une sorte de petite réunion. Donc voilà, je suis trop contente. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Je vais vous laisser vous présenter l'une après l'autre parce que vous avez des choses à dire et parce que vous avez des prestations aussi que vous faites. Et je suis trop... Enfin, je sais que je l'ai dit dans le dernier épisode du podcast, mais ça me fait tellement plaisir de vous voir, de voir que vous vous êtes lancés, de voir vos posts, de vous voir surbookés pour certaines, avec trop de boulot. C'est vraiment génial. Et Claire qui hoche des... qui hausse des sourcils. L'agenda est fermé, arrêtez. L'agenda est fermé. Non, mais c'est incroyable. C'est vraiment trop bien. Donc voilà. Qui commence? Allez, je vais commencer parce que le premier live, c'était moi qui avais commencé. Donc, on va continuer sur le même mood. Donc, moi, c'est Gaëlle. J'ai 34 ans. Et oui, Amina pensait que j'étais plus jeune qu'elle, mais non. Mon compte astro, c'est Laisse parler les astres. Alors, j'ai commencé il n'y a pas longtemps du tout. Je ne fais pas encore de prestations pour l'instant parce que je monte un projet avec une amie qui est tatoueuse. Et donc, en fait, on va mixer l'astro et le tatou. Et donc, pour l'instant, je travaille beaucoup là-dessus, donc je ne fais pas de prestations. Mais prochainement, donc après le 14 mai, si vous êtes intéressés, venez sur mon Instagram et on pourra en discuter ensemble. Donc, voilà. J'adore. Je ne sais pas à qui je passe la main. J'adore. Juste avant l'entrée de Jupiter en taureau. Exactement. Enfin, du bon pour les signes fixes. Merci, quoi. J'avoue. On n'a eu que des galères, là, s'il vous plaît. Ah, mais surtout, taureau, scorpion, les éclips, là, on n'a pas été épargnés. Hein. Ouais, vraiment pas. Bon, après, maintenant, il y a des éclipses en balance et en bélier, et on est toutes les deux à son en bélier, Amina. Ouais, je sais pas si ça va être, je sais pas si ça va être mieux. Ouais, et moi, c'est sur mon axe 1-7. Super. Ouais, pareil. Du coup, je suis Cécile Aurore du compte Instagram Alchimie Cosmique. Je suis astrologue spécialisée en découverte, connaissance et acceptation de soi. Comme les filles le savent ici, j'ai une dominante plutonienne, un beau stellium en scorpion et en maison 6, du coup, l'intensité, c'est un peu mon quotidien. Du coup, voilà, je propose des analyses de thèmes générales pour apprendre à se connaître. Ensuite, il y a également des analyses donc, spécialisées dans les blessures et dans les ombres, parce que je suis personnellement persuadée que travailler sur ces ombres aide à atteindre un peu une lumière intérieure. J'utilise également le Reiki pour aider à certains déblocages et pour les personnes en présentiel, étant donné que je travaille depuis Toulouse, je propose également des séances de thérapie par l'image puisque je suis photographe professionnelle depuis plus de 10 ans pour apprendre à réaccepter son corps, etc. J'adore. Trop bien. Bon, je prends la suite. Hein. Alors, moi, c'est Jennifer. Et donc, mon compte astro est C'est quoi ton thème? Donc, par rapport à Cécile Aurore, alors moi, pareil, je kiffe tout ce qui est dark, tout ce qui est deep, tout ce qui est sombre. Et pourtant, je suis Lion, ascendant Capricorne, donc rien à voir. Mais du coup, j'ai une lune Mercure en maison 8 et j'ai Pluton qui est sur mon milieu du ciel, donc en conjonction. Donc, du coup, ça me donne un petit peu des vibes Scorpion.
Donc, moi, pour l'instant, je suis en train de développer donc, mon compte Insta. Et j'aimerais donc à partir de mai pouvoir proposer des prestations déjà sur tout ce qui est général au niveau des analyses de thèmes. Et je suis en train de suivre une formation pour rentrer en fait dans le karmique parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse énormément et du coup, j'aimerais pouvoir un petit peu jongler avec les deux et avec les deux connaissances que j'ai. Génial. Voilà. Super. Et du coup, vu que tu sais déjà faire des analyses de thèmes, entrer dans tout ce qui est karmique ou même synastrie ou révolution solaire, c'est beaucoup plus simple. Ouais, complètement, ouais. Je le vois déjà parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus faciles. Après, on rentrera plus dans tout ce qui est rétrograde ou les axes interceptés et tout ça qui peuvent être plus intéressants sur des thèmes surtout karmiques parce que souvent, on voit des thèmes avec beaucoup de maisons 12 et tout ça. Et donc là, on est là. Bon, il y a quand même quelque chose du karma là-dedans. Donc, c'est vrai que c'est toujours intéressant de pouvoir faire analyser son thème quand on a beaucoup de choses karmiques. Et d'ailleurs, pour toutes celles qui ont fait des études, des formations avancées sur les synastries, est-ce que vous avez trouvé que c'était plus facile de le faire après avoir appris à lire un thème astral? Ah ouais, complètement, ouais. Là, c'est presque, il n'y a pas trop le choix parce que sinon, tu es complètement perdu. Hein. Ah oui, il faut pas commencer par ça, hein, parce que déjà là, alors qu'on avait fait l'analyse de thème natal, laisse tomber, moi je pataugeais dans la semoule. Donc c'est tellement une vision différente de l'analyse que vraiment tu dois, c'était Augusta qui disait ça, rewire your brain, parce que tu dois vraiment analyser de manière vraiment complètement différente en fait. Donc heureusement que tu fais déjà du thème natal avant, mais c'est quand même une manière différente de faire le nécessaire. Donc mais c'est hyper intéressant par contre. C'est vrai que c'est complètement différent et en particulier le thème composite, ça s'analyse pas du tout comme un thème natal. Donc j'ai pas mal de personnes qui viennent me voir pour me dire ah Mina, j'ai vu ça dans mon thème composite et du coup est-ce que je peux l'analyser? Et je fais non, ça veut pas dire la même chose, c'est pas les mêmes techniques. Donc non, c'est à part. Ok, Bah, super. pour rassurer les gens qui ont un composite de merde, j'ai un composite de merde avec mon mec, avec un grand carré, enfin des oppositions de partout. Je crois qu'on a juste un sextile, c'est tout. Et pourtant, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Donc, faut pas avoir peur. Quoi qu'il en soit, il y a toujours des portes de sortie. Et puis, c'est juste challengeant, comme on dit. Hein. C'est ça, et c'est toute la vision que je vous ai aussi transmise dans la formation, c'est que les aspects challengeants, donc les trigones, non, au contraire, les carrés et les oppositions et certaines conjonctions ont toujours des zones de lumière et beaucoup de choses à nous apporter. Et je pense qu'on pourra le voir aussi à travers mon thème astral parce que j'ai quelques aspects challengeants et pourtant, c'est des aspects qui m'ont vraiment beaucoup aidé à plusieurs niveaux de ma vie. Donc voilà. Alors, salut tout le monde. Moi, je m'appelle Déborah, j'ai 28 ans et tout récemment, c'est-à-dire mercredi, j'ai enfin créé mon compte Instagram Compte ton ciel. Ne vous ruez pas dessus, il est encore en privé, il est en pleine construction. J'ai pour objectif de l'ouvrir au mois de juin et d'ouvrir également l'agenda au mois de juin. L'objectif plutôt, ce que je compte proposer à travers le compte de Compte ton ciel, c'est tout d'abord des lectures de thème astral très générales pour continuer à travailler, continuer à m'exercer et à m'exercer sur différents thèmes, sur différents placements. Et également, le but, c'est avec mes dominantes aussi plutoniennes et tout ce qui se trouve de manière... toutes les énergies scorpion, Pluton qui se trouvent en maison 1 et donc liées à la quête de l'identité, la quête de soi, dont je suis assez obsédée. C'est l'idée vraiment à travers l'analyse d'un thème astral de pouvoir vraiment mettre la personne au centre même de son thème astral et de lui faire plonger en fait vers la connaissance de soi, de ses pleins pouvoirs, de ses challenges et en fait de voir avec la personne quel est le champ des possibles pour elle avec toutes les énergies qui sont venues s'aligner au-dessus d'elle à sa naissance. Ça, c'est le projet de base. Et puis, à long terme, c'est de pouvoir voir ça avec des enfants pour pouvoir les prendre par la main dès le début et de leur raconter un peu l'histoire de leur ciel à leur naissance et de leur montrer
quels sont un peu les dons, les petits talents, comme on dit, des filles qui se penchent sur le berceau, mais là, c'est plutôt des astres qui sont dans le ciel et qui sont mis au-dessus de son berceau de naissance, pour voir quelles sont les énergies qui l'accompagnent au moment de sa naissance pour ses premières années de vie. Voilà. Et pour la suite de sa vie aussi. J'adore. Félicitations. Merci. Je savais pas que tu avais lancé un compte. C'est trop Oui, bien. c'était encore un petit secret récemment. Mais j'ai dit, ne vous brouillez pas dessus pour le moment. C'est encore en construction. Vraiment, c'est à partir du mois de juin que je vais sortir des premiers posts et que l'agenda sera disponible pour les personnes qui seront intéressées. Génial. Voilà. De toute façon, il y a pas mal de personnes qui écoutent le podcast, genre même 6 mois, 1 an après. Donc, Donc voilà, sortie prévue normalement en juin 2023, si ça t'intéresse. j'adore. Trop bien. Bonjour à tous, moi c'est Bérénice, donc un peu pareil que toi Débo, moi j'ai ouvert mon compte jeudi, donc du coup il s'appelle Urania Astro, donc Urania parce que comme vous le savez j'ai une très grosse dominance Uranus, donc forcément c'était logique que j'aille vers ce nom-là. Donc voilà, donc moi c'est pareil, il vient tout juste enfin je viens toujours juste de le créer, donc j'ai encore rien ouvert, mais ça serait pas trop tardé. Pour commencer, ce sera vraiment sur des thèmes généraux pour vraiment voir, enfin voilà, commencer comme ça. Et puis je proposerai sûrement des petits jeux concours pour faire gagner, pour moi m'entraîner un petit peu plus au début et faire ça aussi de façon gratuite pour avoir des retours de personnes parce que j'ai pas vraiment eu l'occasion d'en faire pour de vrai. Donc voilà. Je savais pas non plus. Félicitations. C'est trop bien. Ouais, merci. Bravo. C'est trop cool. Moi, c'est Claire. J'ai 29 ans. Je viens d'entrer dans mon retour de Saturne. Je me suis dit, c'est bien, il n'y en a aucune qui est dedans, là. Du coup, allez, on y va. Tête des beaux, 28, je me dis, allez. Donc moi, je suis Verseau, ascendant Bélier. Et j'ai la lune en Taureau. Voilà. Et moi, je suis astrologue professionnelle, du coup, depuis, on va dire, le mois de décembre officieusement et officiellement depuis le mois de février, puisque nous avons tous été diplômés. Voilà, c'est tout frais aussi. Et pour le coup, j'ai quitté mon CDI pour vraiment devenir astrologue à plein temps. Voilà. Et je propose, comme toutes ces superbes femmes qui m'entourent aujourd'hui, des lectures de thème astral général, bien évidemment. Avec la fervente envie de vous proposer de partir à la découverte de vous-même, parce que pour moi, vraiment, l'astrologie, c'est cette espèce de clé de connaissance de soi, je le dis souvent, mais c'est vrai, et c'est la première étape, en fait, vers un long chemin. Et je pense que l'astrologie est une belle porte d'entrée, et par la suite, j'aimerais beaucoup me spécialiser en astrologie relationnelle, voire sentimentale, voilà, pour le petit scoop du podcast. En ce moment, je propose notamment le Focus Astrolove, moi, de mon côté, qui est vraiment un focus dans votre thème astral sur la partie relationnelle, sentimentale, couple. Alors, ça peut être aussi amical, familial, relation de travail, etc. Mais pour l'instant, c'est vraiment sur l'amour, qui est sans doute mon sujet favori, faute à la Vénus en Poisson de mon thème natal. Voilà, donc moi je suis là pour vous parler d'amour, de belles choses, de vous encourager, et une des choses qui fait que je me retrouve énormément dans la façon de transmettre l'astrologie d'Amina, c'est que pour moi tout est absolument positif dans un thème astral. Tout est absolument magnifique et parfait, et je pense que voilà, pour avoir quelques personnes maintenant en séance, on a tendance à voir le verre à moitié vide, alors que moi je suis là pour que vous le voyez à moitié plein et vraiment voir votre plein potentiel. Voilà les petits amis. Et puis pour ma page Instagram, vous la retrouverez dans les notes du podcast comme toutes les autres. Merci beaucoup. Bravo. Je suis trop contente. Alors, comment on va fonctionner pour cet épisode? Vous l'avez compris dans le titre, elles vont m'analyser mon thème astral. Donc, elles vont démontrer leur talent d'astrologue à travers cet épisode. Elles se sont réparties quelques placements de mon thème. Et je pense que ça va être très intense.
Je pense que ça va être très intense. Ça va être un moment assez vulnérable. Je me mets un peu à nu là. Je vous avoue que j'appréhendais un petit peu. En fait, je ressentais énormément d'excitation parce que je suis trop contente de faire cet épisode avec vous et je vous connais aussi, donc je me sens en sécurité. Mais je sais aussi ce que je vous ai appris et je sais aussi ce que vous êtes capable de voir dans un thème. Et c'est vrai que j'ai eu un petit moment d'hésitation au tout début quand j'ai eu l'idée parce que je me suis dit, est-ce que je vais oser? Et oui, je vais oser évidemment parce que je vous ai accompagné tout au long de cette formation et je vous ai vu vous transformer, je vous ai vu oser justement plonger dans toutes ces thématiques qui peuvent être bouleversantes. Et vous l'avez toutes fait à cœur ouvert, vraiment. Ça a été, il y a eu un moment pendant la saison du Scorpion là où il y a tout le monde qui était. Bon, c'est aussi le moment où j'avais choisi, pas intentionnellement, mais c'est arrivé comme ça dans le programme, de vous faire travailler sur la Lune Noire et Chiron en même temps. Donc je me rappellerai toujours de ce live qui avait été très intense pour tout le monde. Mais au final, qui s'est avéré, on en est ressorti avec de très belles choses, j'ai l'impression, quand même, des prises de conscience. Donc voilà, merci à vous pour votre confiance encore, merci d'être là. Et puis, on commence quand vous voulez. C'est parti, j'ai la lourde tâche de commencer cette lecture de thème. Alors, ça change un petit peu, parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude de commencer par le soleil quand je donne des consultes. Oui, c'est très étrange, je suis d'accord. En tous les cas, Amina, vous le savez tous, parce que ça fait un moment maintenant qu'elle est sur ce podcast, elle a le soleil en taureau, le magnifique signe du taureau, et c'est donc pour ça qu'on l'enregistre maintenant, puisque nous venons d'entrer dans cette magnifique énergie du taureau. Vous avez pu voir fleurir sur Instagram bon nombre de personnes qui ont posté là-dessus, et c'est très bien. Le soleil dans le thème astral d'Amina est en maison 1. Donc pour moi, on est là pour donner des interprétations personnelles, hein. On va toutes donner un petit peu notre patte, donc c'est ma vision du soleil d'Amina, on va dire. Soleil taureau, maison 1, pour moi, on est vraiment sur un soleil qui va vraiment inonder le reste du thème, qui est très connecté à ta personnalité, où vraiment on va voir chez toi ce soleil. Je pense que c'est une énergie aussi que tu dois beaucoup ressentir au quotidien. Alors en plus avec solaire taureau, on le verra après avec Gaëlle, mais effectivement ascendant bélier, on va dire qu'on est quand même sur 2 belles bêta-cornes. Voilà, donc maison 1 teintée de deux magnifiques énergies qui foncent, on va dire en tout cas. Donc vraiment, le soleil d'Amina, moi je le vois vraiment comme une grande force en fait dans son thème. On est sur un signe de terre, on est sur un signe fixe. Il y a beaucoup d'énergie, on le verra après notamment dans le sentimental, qui sont dans l'eau. Voilà, la lune qui est en signe d'air. Donc pour moi, ce soleil en taureau, il vient vraiment soutenir tout ton thème astral. C'est un petit peu le squelette qui fait qui te garde les pieds sur terre. En fait, voilà, pour moi, ça t'enracine vraiment beaucoup dans ton incarnation terrestre, dans ton corps aussi. Quand bien même tu as la lune en maison 2, je pense que ton corps, ton énergie physique, ta vitalité est assez incroyable aussi. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je suis en freestyle, les filles. J'ai pas pris de notes pour le soleil. Sa vitalité, je trouve qu'elle est décuplée par le fait aussi qu'elle est ascendant bélier, en fait. Ouais, complètement. Donc, ça vient rajouter une couche, pour moi, je dirais, de positivité aussi et de sociabilité. Enfin, entre guillemets, quand on te voit, Amina, sur Instagram, par exemple, moi, je ressens très fort ton énergie bélier parce que je me reconnais un petit peu, hein, je suis aussi ascendant bélier. Et c'est vrai que c'est ta personnalité hyper extravertie, avec une couche de fun, mais ça, c'est plus la lune en gémeaux, mais on y reviendra. Et j'ai l'impression aussi, je ne sais pas si je me trompe ou pas, en tout cas, moi, je le vis comme ça, le mien, d'ascendant bélier, c'est que j'ai l'impression que on met un masque de fausse confiance en soi, où en fait, notre ascendant bélier permet de peut-être camoufler certaines failles qu'on peut avoir
et certaines vulnérabilités. Et en tout cas, de mon côté, je ne sais pas si tu le ressens comme ça, les gens, ils ont tendance à croire que je suis la nana hyper, pleine de confiance en elle, etc. et tout. Je suis hyper indépendante, j'ai peur de rien. Vraiment, je fais des blagues à tout le monde. Mais au final, je suis un petit cœur hyper sensible. Et quand on me connaît vraiment, on se dit qu'en fait, c'est vraiment qu'une façade. Et donc, je ressens vraiment cet ascendant bélier comme ça chez toi aussi, parce qu'en connaissant un peu plus ton thème, on voit que c'est pour moi une vraie façade, en fait. Donc voilà, je ne sais pas si tu le ressens comme ça. C'est vrai qu'en fait, des fois, je me prends dans la vie à jouer au bélier. Et c'est vrai que je me dis, non mais attends, c'est pas, t'as pas besoin. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, tu vois, je le ressens beaucoup dans mon ego aussi. Quand je suis dans mon ego, je me sens très bélier. Donc, si tu viens me chercher sur le sujet de la compétition, si tu viens essayer de gagner ou de montrer que tu es plus fort, là, je vais mettre mon masque et crois-moi que je vais te prendre par les cornes parce que typiquement au sport, tu vois, si tu viens me lancer un défi, si tu viens me challenger, si tu viens essayer de me montrer, en fait, je peux me mettre dans un état délabreux juste pour te montrer que c'est moi qui vais gagner. Mais pourtant, pour le coup, sincèrement, au fond de mon cœur, j'en ai rien à faire de gagner. Tu vois? Genre, vraiment, parce que je suis en couple avec un soleil-Mars, donc lui, il en a vraiment à faire de gagner, tu vois? Lui, gagner, c'est le sens de sa vie. Alors que moi, en fait, au final, des fois, je joue à ce jeu, mais au fond de mon cœur, est-ce que si je gagne, vraiment, ça m'apporte quelque chose? Non. Je m'en fiche. Tu vois, je m'en fiche d'arriver en deuxième, je m'en fiche. Vraiment, genre, j'y penserai pas toute la journée. Alors que lui, quand il perd un match, il est au bout de sa vie pendant 48 heures. Hein. Moi, j'avais noté effectivement qu'en tant qu'ascendant bélier, on avait un côté hyper compétitif et qu'en fait, on était un peu des meneurs nés, un moteur dans un groupe, mais qu'en fait, on avait toujours ce besoin de quand même se démarquer du groupe, en fait. De se dire, voilà, c'est moi qui ai quand même mené ce projet à bien, c'est grâce à moi qu'on en est là. Mais comme tu le dis, je pense que c'est plutôt un côté d'ego, en fait, qui veut qu'on nous reconnaisse pour ce qu'on est, parce que c'est ce qu'on a besoin, entre guillemets. Mais au final, comme tu dis, si on ne nous le fait pas, on va pas, si on ne nous reconnaît pas en tant que gagnant, on va pas mal endormir la nuit. Mais c'est vrai qu'il y a un côté très genre, ah ouais, c'est quand même moi, quoi. C'est moi qui ai réussi à faire ça. Et tu te mets la petite gommette là, et tu es content d'avoir mis ta petite gommette. C'est exactement ça. Et tu vois, des fois, je me prends dans la rue aussi, je marche très vite. Et j'adore marcher vite. Et en fait, ce qui m'insupporte le plus, c'est quand il y a des personnes qui sont juste devant moi et qui marchent hyper lentement et qui prennent toute la place sur le trottoir et que tu peux pas les dépasser. Ça, c'est vraiment ma hantise dans la vie. Et du coup, je m'énerve et je les dépasse et je leur montre vraiment qu'il ne faut pas prendre toute la place sur le trottoir parce qu'il y a des gens qui ont envie de marcher plus vite que toi. Et du coup, je les dépasse et après, je me prends 2 secondes et je rigole et je fais « Mais pourquoi ?» Tu vois, genre, à quoi bon? À quoi ça sert en fait? On s'en fout. On n'a pas besoin de... Tu as gagné 2 minutes dans ta vie. Voilà, j'ai gagné, même pas, j'ai gagné 20 secondes. Et mais bon, enfin bref, voilà. Donc oui, ça me parle ce que tu me dis. Moi, j'avais noté effectivement que le côté impatient, c'était quelque chose de très ascendant bélier. Et alors aussi, pour moi, en tout cas, moi, je le vis comme ça. Le fait d'avoir envie de commencer pas mal de choses, tu as plein de projets, etc. et tout, tu as besoin de mettre des choses en place, d'avancer et de faire pas mal de trucs, mais est-ce qu'ils vont au bout? Voilà. Est-ce que tu arrives à mener tous tes projets jusqu'au bout? Tu as besoin d'être tout le temps dans l'action, etc. et tout, mais voilà, tu vas commencer, puis tu vas te dire non, c'est bon, et puis tu vas passer à autre chose. En sachant en plus que tu as ta lune en Gémeaux qui vient un peu faire la folle au milieu. Donc, ça t'aide pas forcément à aller jusqu'au bout des choses. Mais c'est vrai que le bélier, c'est un signe qui aime bien faire les choses, mais qui va pas forcément jusqu'au bout, quoi. L'énergie du nouveau départ, c'est mon énergie préférée. Tu sais, non, mais ça, c'est vrai, c'est l'énergie de « Oh, je vais commencer quelque chose de nouveau ». Ça me donne tellement d'adrénaline. Et au final, je me lasse extrêmement vite. Alors, je peux avoir un côté un peu persévérant parce que je reste soleil en taureau. Donc, ça m'aide, je pense, justement à push through. Mais c'est vrai que, tu vois, par exemple, là, je me dis, là, j'ai envie de déménager. Et je me dis, on va déménager, ça va être un nouveau départ. Mais je pense une semaine après, ça sera essoufflé. Tu vois, une semaine après, je serai lassée et je me dirais, bon, bah voilà, on a déménagé. Maintenant, c'est fini, on a coché
on a tiqué la case et bon, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais c'est une raison de se lever le matin, en fait. Hein. Tu te dis, ah ouais, aujourd'hui, je vais commencer ça. Donc, tu es heureux de te lever le matin. Et puis, bah, le soir, tu as déjà oublié pourquoi tu t'étais levé. Et tu vas trouver une autre idée le lendemain matin et ça va te motiver à te lever le lendemain matin, quoi. Exactement. Après, tu as aussi Mercure en taureau, au final. Donc, tu as quand même, avec le stellium en Capricorne... Enfin, pour moi, tu es quand même beaucoup plus ancré Mhm. dans ta vie de tous les jours, tu vois. Je vois dans ta communication, dans l'image que tu renvoies, tu peux être très bélier et tout, comme tu dis, sur des trucs genre dans la rue ou quoi. Vraiment, c'est ce que tu dis, enfin, ce qu'on apprend avec toi, mais quand tu es dans ton rôle d'ascendant, en fait, c'est vraiment le rôle, le masque, le costume que tu mets quand tu sors de chez toi. C'est les exemples que tu prends et tout, mais je pense qu'après, quand tu es en réflexion ou quand tu es chez toi ou ce genre de choses, tu vas plus être dans ta lune, évidemment. Et il y a vraiment tous ces rayons de taureau qui viennent percer ton thème à tous les endroits, en vrai. Et je pense que Oui. même si dans ton attitude, tu peux t'enflammer comme le bélier, et je connais bien, ascendant bélier aussi, même team, mais j'ai l'impression quand même que tu as beaucoup plus de persévérance, de patience, d'ancrage aussi que quelqu'un qui serait typiquement ascendant bélier avec un solaire en lion. Tu vois, un soleil en lion ou un soleil... J'imagine. Ah, tu me cherches là, tu me cherches Claire. Hein. C'est ça. On n'attaque pas les lions, tu sais. Hein. Ah, mais je vous aime tellement les lions en plus, mais tu sais, c'est mon signe opposé, j'adore. Ah, j'ai deux lions à la maison, donc je les connais bien. Power. Mais ouais, Je te laisse t'as continuer. quand même un socle en fait. Tu vois, c'est vraiment ça. Je pense que tu as quand même un socle qui te permet de vite redescendre aussi et dans ta stabilité, dans le réalisme, le pragmatisme du quotidien et tout. Et vraiment, surtout, je le vois dans tes objectifs. Tu vois ce que je veux dire? La poursuite des objectifs à long terme, bon, ça, c'est plus ton milieu du ciel, mais vraiment, ce truc de le bélier, tu peux le ressentir sur des petites choses du quotidien, limite fun fact, comme on vient de le dire, mais tellement, ça te ressemble fort, tu vois. Quand je vois des épisodes d'Astro Roulette, par exemple, c'est très bélier aussi, tu vois. On voit que t'aimes quand ça va vite et tout, mais ça reste quand même ancré, réfléchi, etc. au final. Et ça, pour moi, c'est ton soleil en taureau vraiment qui vient stabiliser les choses. Être aussi dans le confort, tu vois, dans la sécurité aussi beaucoup. Beaucoup de sécurité. Voilà, t'aimes bien travailler de chez toi, être chez toi, entouré des personnes que t'aimes. Tout ce qui est un peu confort, donc confort food, ce genre de choses. Tu as besoin d'ancrer les choses, en tout cas, dans ce que tu entreprends. Et même dans ta vie de tous les jours, je pense. Ça m'est venu avec le temps, hein, tu sais, parce que vraiment, j'ai eu une période de ma vie, et je pense que c'est justement après mon retour de Saturne que je me suis vraiment plus reconnectée à cette énergie-là. Mais c'est vrai que j'étais très chaotique. J'ai eu une première partie de ma vie très chaotique, mais effectivement, c'est très juste. Et qu'est-ce que tu penses des aspects de mon soleil? Je suis curieuse de savoir ce que tu en penses. Même si tu es en freestyle, on s'en fiche. Genre, Y a pas dis-moi de juste. souci. Hein? Les aspects de ton soleil, moi, je les trouve très beaux. Vraiment très beaux. Bah, déjà, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de trigones sextiles. Après, voilà, je les considère pas tous, évidemment. Moi, je garde les deux trigones, MC Uranus, Soleil sextile Mars, évidemment. Il y a un bébé qui pleure. Ok. Soleil sextile Mars, pour moi, ça parle encore une fois, tu vois, tu parlais du sport tout à l'heure, mais vraiment te donner un côté très dynamique, très actif, très envie de bouger tout le temps aussi, à faire mille choses, tu vois, d'aller marcher pour te faire du bien, d'aller vraiment dans l'action physique pour t'apaiser beaucoup, beaucoup. Et la reconnexion au corps, en taureau, super important, tu vois, d'avoir ce dynamisme corporel, physique recharger tes batteries aussi avec ça. Et puis ça vient un peu importer, si on le prend à l'inverse, c'est-à-dire si tu prends Mars, sextile Soleil, un petit peu aussi de dynamisme dans tout ce poisson qu'il y a chez toi et sur lequel on reviendra après, mais d'avoir vraiment cette espèce de force de frappe en fait, de charbonner aussi beaucoup au travail,
Voilà, parce que le taureau, pour moi, c'est aussi très lié au travail, à la carrière. En plus, on est en trigone à Uranus, qui est en M10. Beaucoup d'astrologie, évidemment. Là-dedans, je dirais pas forcément carriériste, mais le travail est pour moi très important pour toi. Les autres en parleront mieux que moi, mais c'est quelque chose t'as besoin de ce dynamisme aussi là. Tu vois, l'entrepreneuriat, le fait d'entreprendre dans ta vie, d'ancrer les choses, de créer des statuts, tu vois, vraiment structurer aussi pour moi ça, et de façon originale avec Uranus. Toujours dans le digital, bien évidemment. Tu es quelqu'un qui rayonne beaucoup. Soleil, Uranus, en trigone, pour moi, c'est rayonner dans le digital aussi. C'est pas étonnant pour moi que tout ton business et toute ta structure professionnelle soit en ligne, même au niveau des formations, etc. Avec ton soleil qui est trigone au milieu du ciel. C'est comme si, en fait, vraiment, et mais encore une fois, les autres, ils reviendront beaucoup mieux que moi, mais ton identité dépend aussi... Enfin, ton identité professionnelle ne va pas sans ton identité propre, en fait, au final. C'est lié. C'est extrêmement lié et t'en as besoin, en fait, vraiment. C'est ton énergie vitale. Et puis, Soleil sextile Jupiter, je t'ai toujours trouvée très, très souriante. Mais tu vois, tu dégages cette aura. C'est vrai que quand on arrive sur ton compte, bon, c'est très mercurien parce que tu es beaucoup dans la pédagogie, mais il y a ce truc un peu de Jupiter d'expansion, d'aller chercher toujours plus loin. Le fait que tu sois aussi beaucoup dans les voyages, ça se voit aussi beaucoup sur ton compte. Que t'aies pas, voilà, que tu puisses voyager beaucoup, même dans ton style de vie, dans ton lieu de vie. C'est très solaire en Jupiter. Enfin, sextile Jupiter avec le soleil, c'est vraiment ton quotidien, en fait, beaucoup. D'être dans l'expansion culturelle, etc. Beaucoup de, comment on appelle ça déjà? D'inclusivité aussi, ça se ressent beaucoup. L'éthique impeccable, le fait d'apprendre vraiment à, à ce que ton astrologie, ta pratique de l'astrologie englobe tout le monde et qu'elle parle à tout le monde. Voilà. Et puis, ben, il y a une opposition à Pluton, mais elle est vraiment, vraiment lointaine. Et puis Pluton, on le verra plutôt dans le sentimental. Et puis dans le reste aussi. Voilà pour les aspects. Tu sais que c'est J'ai fou. hâte que tu parles de Pluton parce que ça m'intéresse. On a le même Pluton. Quand tu parles des aspects à mon soleil, Même que vous. J'ai aussi Pluton maison 7 Scorpion, si c'est ça dont on parle. ah oui, Ouais. quand tu parles des aspects à mon soleil, en fait, tu peux voir le caractère de mon père à travers ces aspects-là. Mais les aspects de mon soleil viennent décrire hyper précisément qui est mon père et son caractère et ce qu'il est venu m'apporter dans la vie. Je trouve ça assez impressionnant. Et en fait, alors, c'est pas nécessairement le cas pour tout le monde, mais soleil en maison 1, je ressemble physiquement à mon père. Et tu vois, tu parlais du trigone à Uranus. Mon père est une personne très indépendante, très originale, qui est comme il est, avec son caractère, et qui ne cherche absolument pas à rentrer dans le moule de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Il préfère être seul que mal accompagné. Mon père est aussi taureau. Mon père est une personne qui m'a enseigné l'importance du voyage pour la découverte de soi, donc en sextile à Jupiter. Et mon père est une personne qui ne tient absolument pas en place. En sextile à Mars, c'est quelqu'un qui a énormément d'énergie, qui est tout le temps en train de bouger à droite et à gauche. Il a passé les 65 ans et il continue de voyager seul, il continue de faire tout à pied. Enfin, voilà. Donc, c'est assez incroyable parce que c'est pas nécessairement le cas dans tous les thèmes, mais en tout cas, dans le mien, je reconnais énormément mon père à travers mon soleil. C'est assez fou. Et pour le coup, on se ressemble énormément et on est des vrais miroirs l'un pour l'autre et on se fait beaucoup travailler et c'est pas toujours agréable. Et ton papa, il est aussi beaucoup tourné vers sa carrière, du coup? Il était. Et là, alors, ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il D'accord. refuse de prendre sa retraite. Oui, bah oui, forcément, avec le Mars. Il veut pas, il ne refuse de prendre sa retraite. Voilà, il ne veut pas accepter le fait que il a passé 65 ans, donc en Suisse la retraite est à 65 ans. Mm. Enfin, j'imagine que pour vous ça va, enfin c'est le cas. Enfin bref, on va pas parler de ça maintenant. J'ai pas envie on va pas parler de ça maintenant. Bref, en Suisse, ça fait des années que la retraite est à 65 ans. Mon père a passé 65 ans, il refuse de prendre sa retraite. Mm.
Voilà. Donc oui, il est très carriériste. Après avoir analysé ton ascendant et ton soleil, je ne vais pas commencer par ta lune parce que même si c'est une grande partie de ta personnalité, vu que tu es notre lune en Gémeaux préférée, je vais en fait parler de ton maître d'ascendant dans un premier temps, parce que c'est vrai qu'on a tendance à oublier, enfin pas oublier d'analyser, mais quand on parle de la trinité astrale, on parle tout le temps du soleil, de l'ascendant et de la lune, mais on oublie parfois d'analyser le maître d'ascendant qui pour moi est quand même vient apporter une couche supplémentaire d'analyse de ton ascendant et vient un petit peu peut-être flouter certaines parties de ta personnalité parce que en l'occurrence toi ton maître d'ascendant c'est Mars et il est en Poisson en maison 12. Donc je trouve que ça vient un peu calmer peut-être ton bélier qui est un peu impulsif. En fait, Mars, pour ceux qui ne le savent pas, mais ça m'étonnerait qu'il y ait des gens qui ne le savent pas, mais on ne sait jamais, c'est le symbole de l'énergie, de la force de volonté, de l'agressivité et de l'impulsion. Mais bon, comme il est en Poisson, Mars, il va être plus subtil. Il va avoir une approche beaucoup plus intuitive et émotionnelle et un côté très, très, très empathique. D'ailleurs, on en a déjà discuté et Amina et moi, pour le coup, on se rejoint très fort. Où on a la larme à l'œil si on voit quelqu'un qui mange seul au restaurant ou qu'on croise un SDF en rue, on va vouloir lui donner tout l'or du monde. Donc, c'est notre côté empathique de Mars en Poisson. Donc ici, comme je l'ai dit, en fait, ton Mars, il est en maison 12. Donc la maison 12, c'est quand même la maison de la spiritualité, de l'inconscient, de la compassion, de la guérison. Et donc, en fait, pour moi, chez toi, ça indique peut-être que tu as un désir profond de travailler sur toi-même. Donc peut-être au travers de la méditation ou de la thérapie. Et donc en fait, quand j'ai vu ça, ça m'a pas paru du tout étonnant que tu te sois lancée dans l'astrologie parce qu'en fait, l'astro, ça te permet de te connaître mieux. Et en fait, tu as probablement voulu te connaître toi davantage et en fait, tu t'es rendu compte qu'en te connaissant toi davantage, tu pouvais aider les autres à se connaître mieux aussi. Et avec un Mars en Poisson qui est hyper empathique, c'est cette envie de toujours vouloir aider ton prochain. Donc, de mettre l'astro au centre de la table pour aider tout le monde. Et donc, voilà, pas étonnant que tu te lances sur Instagram, que tu fasses un podcast et surtout que tu fasses des formations, puisque les formations, on va pas se mentir, les filles, ça nous a quand même beaucoup aidé à nous connaître nous. Et je pense, Amina, ça t'a aidé aussi à te connaître toi-même. Parce que en faisant, tu nous l'as bien dit, hein, quand on a parlé de Chiron, quand on a parlé de Lilith, tu nous as dit, voilà, en faisant la formation, je me suis rendu compte que ça sortait des choses de chez moi, de mon inconscient, etc. Ça m'a fait travailler sur des parties de moi-même. Donc, voilà, ce placement-là, il te décrit tellement bien. Et donc, vraiment, il vient, comme je dis, un peu adoucir ton ascendant. Donc, par contre, il faut quand même savoir que ton Mars, il fait un carré quasi exact avec ta Lune. Bon, le carré, ce n'est pas un aspect hyper facilitant, c'est un aspect qui est quand même relativement challengeant. Et donc, il peut montrer que tu peux avoir une tendance à l'impulsivité et à exprimer tes émotions parfois de manière agressive. En gros, si je pourrais le formuler autrement, tu vas avoir peut-être tendance à démarrer au quart de tour pour des événements ou des commentaires qui, pour les autres, sont sans conséquence, en fait. Mais chez toi, ça vient toucher une corde sensible, en fait. Et donc, du coup, tu vas prendre la mouche directement et tu vas réagir vraiment pas forcément de manière très douce, avec des mots qui vont piquer parfois. Et je pense que, étant donné que tu as quand même pas mal de placements qui veulent éviter le conflit, soit tu vas réagir de manière colérique, de manière impulsive, soit tu vas garder tout pour toi. Tu vas intérioriser ta colère. Et du coup, ça peut créer un fort ressentiment, en fait. Et dans un cas comme dans l'autre, en fait, cette manière de gérer tes émotions et de gérer ta manière de parler et de t'exprimer, ça peut créer des tendances, créer des obstacles plutôt dans tes relations. Et donc, en fait, je pense que ça, tu l'as déjà mis en place, mais voilà, tu as dû, à mon avis, à un moment donné, travailler sur toi pour te dire, voilà, il faut que j'arrive à trouver un moyen de gérer mon stress, mes émotions, mon anxiété au quotidien pour justement éviter de réagir de cette façon-là, en fait. Et donc, je pense que du coup, tu as mis plein de choses en place, de la méditation, du sport, de la thérapie. Et en fait, j'ai l'impression que cet aspect qui était challengeant, bon, il est peut-être encore, hein, on ne va pas se mentir, un aspect reste challengeant tout au long de sa vie, mais je pense qu'il est venu s'adoucir avec le temps et que du coup, en fait, il devient plus challengeant, il devient un peu favorable et t'apporte en fait une passion pour la vie, pour l'amour et de la réussite professionnelle et personnelle à fond, quoi.
Donc comme quoi, hein, les aspects challengeants, tu peux les maîtriser et en faire quelque chose de favorable. Donc, je ne sais pas si tu le ressens comme ça. L'impulsivité, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup, beaucoup travaillé, notamment l'année passée. Bon, alors pour vous parler un petit peu plus de ce qui s'est passé, c'est j'ai emménagé avec mon copain et que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'étais de nature impulsive plus et que je pouvais m'énerver pour des trucs qui n'ont vraiment pas d'intérêt et piquer des crises de colère. Je me suis très vite rendu compte que j'allais pas pouvoir continuer comme ça parce que je me faisais du mal à moi-même et que je le faisais du mal à lui aussi. Et que j'ai fait un énorme travail justement pour travailler sur cette impulsivité émotionnelle qui est vraiment, je pense, une de mes parts sombres. Vraiment, l'impulsivité émotionnelle, le fait de réagir au quart de tour. C'est une émotivité extrême aussi dans le sens où dès qu'il y a quelque chose qui me contrarie ou j'ai tout de suite les larmes qui me montent. En fait, j'arrive pas à... Ouais, enfin, même si j'essaye de prendre du recul, de respirer, en fait, je pense que ce sera toujours comme ça, hein, mais j'ai une émotivité extrême. Et effectivement, garder la colère, le ressentiment... Et ça se confirme par rapport au soleil en taureau, hein, mais j'avais tendance à beaucoup ruminer et à garder cette colère en moi parce que mon Mars en poisson, en fait, il n'attaque pas. Il n'attaque pas. Il n'attaque pas, mais il garde et il rumine. Donc, effectivement, ça me parle beaucoup. Bon, alors quand même, dans ton thème, hein, on ne va pas parler que des aspects challengeants. Il faut dire quand même que ton Mars, il fait beaucoup d'aspects favorables. Et donc, je ne vais pas tous les citer parce que voilà, ce n'est pas forcément pertinent. Mais en fait, ces aspects, en fait, quand tu vas arriver à les gérer, ils viennent t'aider en fait, au quotidien. Et en fait, ils donnent une énergie martienne, mais de manière créative, intuitive et novatrice, en fait, qui te permettent d'atteindre tes objectifs personnels, professionnels et sociaux. Et en fait, quand j'ai vu ces aspects-là, je me suis dit, mais en gros, Amina, elle a trouvé ce qu'elle devait faire dans sa vie et elle a trouvé ce qu'elle devait mettre en place, en fait, pour utiliser son énergie martienne au mieux. Parce que, voilà, avec les sextiles qui sont, avec ton soleil en taureau et Uranus en capricorne, voilà, on voit vraiment que tu es là pour vraiment amener quelque chose de nouveau, de créatif, de novateur, et tu le fais tous les jours. Genre, tu sors des publications, des choses un peu différentes. Dans le podcast, tu trouves toujours des nouvelles idées, etc. Et même dans les formations, dès que tu peux changer quelque chose, tu le fais. Et j'ai l'impression que c'est un peu ton moteur aussi, de vouloir toujours créer des choses nouvelles et d'utiliser ton intuition aussi pour faire des choses qui te plaisent, quoi. Donc, ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Merci. Et tu sais que je pense que tu dois le ressentir aussi, mais je me sens très vite dépassée par les événements. Oui. Mais moi, ce que je ressentais aussi, et je ne sais pas si c'est le Mars en poisson, ça, mais quand tu disais, quand tu es en colère, moi, je ne sais pas m'exprimer en ne pleurant pas. C'est impossible. Et donc, du coup, en fait, mes mots ne passent pas correctement. Mes arguments ne passent pas correctement parce que je suis en train de pleurer. Et donc, la personne qui est en face de moi, elle se dit, mais elle a quoi, elle? Pourquoi elle pleure alors qu'elle est en colère? Et donc, je comprends ça totalement. C'est le trop-plein d'émotions, en fait, fait que ce soit la colère, la tristesse, l'émotion, tout vient par les larmes, en fait. Donc, c'est ça. Voilà. C'est exactement ça. Bon, pour ton Mars, je pense qu'on a fait le tour. Je vais passer je veux dire le placement que tout le monde connaît de toi, c'est ta lune en Gémeaux. Tu te décris comme notre lune en Gémeaux préférée. J'ai envie de dire aux auditeurs du podcast, ça c'était avant de me connaître. Parce que moi aussi j'ai une lune en Gémeaux. Non, mais la meuf, quoi! Allez, Gaëlle, t'es dans la bulle. Venez me suivre. Et c'est pas et les ascendants béliers qui vont s'entrechoquer. Bon, voilà. On va J'avais dit couper que le j'allais le faire podcast. léger et j'allais vous faire rigoler. Voilà, c'était ma petite vanne du jour. Voilà, pour détendre l'atmosphère. Bon, je passe pas après Jennifer, mais on va quand même détendre l'atmosphère. Donc oui, bon, ça c'était pour rigoler, mais Amina et moi, on partage ce placement qui est quasiment identique parce qu'en fait, notre lune en Gémeaux, elle est toutes les deux en maison 2. Donc quand j'ai écrit
l'analyse, je me suis bien reconnue et je pense que c'était un travail sur moi aussi, cette lune en Gémeaux, je la travaille tous les jours, j'ai l'impression. Et donc, en gros, en Gémeaux, la lune, ça va indiquer que tu as besoin de communiquer, tu as besoin de relations sociales au quotidien et que tu as une grande curiosité intellectuelle. Alors, la lune en Gémeaux, elle est hyper bavarde et elle peut passer du coq à l'âne dans une même conversation. Alors, ceux qui écoutent le podcast, ils savent de quoi on parle. Hein. Amina, elle saute de sujet en sujet et elle tergiverse pendant 15 minutes d'intro. Et alors aussi, c'est un placement qui adore le jeu et les énigmes, mais vous n'êtes pas sans savoir que Amina, elle a quand même créé un jeu, super bien d'ailleurs. N'hésitez pas à aller l'acheter, je te fais de la pub, Amina, en même temps. Mais bien évidemment, tous les placements, ils ont des parts d'ombre aussi, et le problème du placement de la lune en Gémeaux, c'est que ça peut pousser à l'overthinking. On se fait des scénarios dignes des meilleurs films hollywoodiens, et on peut avoir une tendance quand même pas mal à l'anxiété, étant donné que les Gémeaux sont maîtrisés par Mercure, on peut avoir tendance à mentaliser ses émotions beaucoup, même si contrairement à la lune en Vierge, on va facilement les verbaliser en fait. Mais ce qu'on va avoir tendance à faire, c'est les verbaliser, mais en utilisant l'humour pour masquer nos émotions et notre fragilité. Donc, on va faire des blagues pour dire quelque chose qui nous touche, plutôt que de dire vraiment, écoute, ici, ça m'a touché, il y a quelque chose qui ne va pas, est-ce que tu peux faire attention? On va faire une petite vanne et ça ne va pas forcément toucher l'autre personne parce qu'elle va croire qu'on rigole et que ça ne nous a pas fait forcément du mal. Donc ici, ta lune, elle est en maison 2, comme je l'ai dit. Et la maison 2, c'est la maison qui est associée à l'argent, à la valeur personnelle, aux ressources personnelles, aussi à la nourriture. Et donc, si on a une lune dans cette maison-là, ça peut indiquer que tu as une forte connexion émotionnelle à l'argent. Tu as un désir de sécurité financière qui est assez élevé. Et donc, en fait, on peut avoir tendance à s'accrocher à ce qu'on possède plus qu'il ne le faut. On va avoir tendance à garder des doudous pendant des années parce que c'est un tel qui nous l'a offert à un tel moment de notre vie. Et que donc, du coup, s'en séparer, c'est comme si on déchirait le cœur, en fait. Ce qu'il peut y avoir aussi comme côté un peu sombre de ce placement, c'est qu'on peut avoir tendance à la dépense excessive malgré le fait qu'on veut une sécurité financière. On va dépenser notamment pour notre foyer. En plus, toi, soleil en taureau, voilà, tu aimes quand même faire un cocon de chez toi. Tu vas aussi dépenser pour les gens que tu aimes. Et alors, tu vas pouvoir avoir tendance à dépenser pour toi-même, mais quand tu te sentiras un peu moins bien dans ta peau, un peu déprimé, des choses comme ça, acheter te donnera un sentiment de sécurité, te dire « Ah, ça me fait plaisir ». Dépenser en resto aussi, me souffle clair à l'oreillette, n'est-ce pas? On est taureau, hein, Amina. Et donc, en fait, ce que j'ai sorti aussi comme de l'analyse, c'est que comme la maison 2 est en lien avec la nourriture, voilà, tu peux payer par exemple pour des restos, mais tu peux aussi avoir parfois un rapport compliqué avec la nourriture parce qu'en fait, quand tu ne vas pas savoir gérer tes émotions, tu vas manger trop ou pas assez parce que tu vas croire que c'est une manière détournée de maîtriser tes émotions. En fait. Complètement. Par où commencer? je me sens toute nue. Par où commencer? Intellectualiser les émotions à 2 millions % tout le temps. En fait, à chaque fois que je ressens une émotion, j'ai besoin de me demander pourquoi est-ce que je la ressens au lieu de juste la vivre. Ça, c'est sûr. L'anxiété, oui, aussi beaucoup. Faire des blagues pour ne pas montrer mes émotions aussi. Dépensière, j'adore dépenser de l'argent. Et c'est vrai qu'en fait, c'est pas quelque chose qu'on m'a appris en grandissant. Et en fait, je fais tout l'inverse de ce qu'on m'a appris parce qu'on m'a toujours dit l'argent, ça se garde, il faut garder l'argent, il faut faire des économies. En fait, moi, j'ai toujours tout fait l'inverse. Voilà. J'adore dépenser de l'argent et je me dis tout le temps, en fait, on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, donc pourquoi est-ce qu'on va garder tout cet argent? Je sais pas, c'est vraiment quelque chose qui me vient souvent en tête. Bon, j'ai un rapport... J'ai pas de problème j'ai un rapport assez sain à la mort, je pense, dans le sens où je suis consciente de ma propre mortalité. J'ai pas de problème à parler de la mort et je sais que je suis mortelle, du coup, que un jour je vais y passer et que je sais pas quand c'est. Moi, je suis OK avec ça, mais voilà. Enfin bref, on va pas parler de ça parce que trigger warning. Mais je me dis vraiment que, en tous les cas, oui, il faut se sentir en sécurité, ça c'est sûr, mais on est là pour kiffer, quoi. On est là pour profiter, on est là pour bien manger, pour faire des bons restos. Ça m'a fait sourire ce que tu as dit parce qu'en fait, je garde tous les petits souvenirs
Tu sais, tout ce qui est... En fait, tous les objets qui ont un lien émotionnel, je les garde et je les regarde et je fais « Oh, tu te rappelles quand on avait fait ça, ça, ça ?» Tu vois, limite le ticket du premier verre qu'on a été boire avec mon copain, je l'ai gardé dans mon sac et à chaque fois que je prends ce sac-là, je lui sors et je dis « Ah, tu te rappelles ?» Lui, il s'en fiche en fait parce que lui, il garde rien et voilà. Il n'attache pas de valeur à tout ce qui est matériel, mais moi, en fait, c'est ce petit truc, je pense que je vais garder toute ma vie parce que ça me rappelle. Donc voilà, il y a des mots aussi, je l'ai gardé, bon, ça c'est très perso aussi, mais avant que je quitte la maison, donc que je déménage de chez mes parents, mon père m'avait écrit un petit mot, un petit papier, où il avait écrit des gentilles choses, et je l'ai gardé dans mon portefeuille jusqu'à ce qu'il soit déchiré. Et je le regardais régulièrement en me disant, ben voilà. Enfin bref, donc oui, je m'attache beaucoup aux petites choses et aux petits objets émotionnels. Bon, moi, je vais terminer par ma présentation, entre guillemets, ma partie, avec une autre planète personnelle. J'ai décidé de parler de Mercure. Bon, je sais que Claire en a déjà un petit peu parlé, donc je ne vais pas non plus rentrer trop dans le vif du sujet. Mais toi, tu as Mercure en taureau aussi, et qui est en maison 1. Alors, moi, ça m'a fait un petit peu rigoler quand j'ai analysé ça, parce que pour moi, Mercure en taureau, il est un peu lent à la détente. Il réfléchit beaucoup et ses pensées et sa communication, elles sont hyper terre-à-terre. Donc, en fait, tu vas prendre le temps d'assimiler les informations avant de les exprimer. Et tu vas peser soigneusement, en fait, chaque décision que tu prends. Et comme a dit Claire, en fait, ça va t'apporter aussi une grande persévérance mentale qui peut te permettre de te concentrer longuement sur un sujet. Et donc, pour moi, ça vient, en fait, je dirais pas adoucir, mais ça vient calmer un peu ta lune en Gémeaux, du coup, où lorsque ton sujet te passionne, en fait, tu vas persévérer. Alors que de base, avec lune en Gémeaux et ascendant Bélier, tu te serais peut-être dit, bon, c'est bon, allez, je ferme le livre et je passe à autre chose. Donc, je dirais qu'avec Mercure aussi en taureau, tes pensées, tes décisions, elles sont centrées sur la sécurité matérielle et financière. Et on vient d'en parler, la lune en Gémeaux, elle a besoin de ça aussi. Et surtout en maison 2. Et ici, je trouve que Mercure, en fait, il donne aussi une grande capacité à communiquer, à te faire comprendre. Et donc, pour moi, ce n'est pas étonnant que tu aies voulu donner des formations et faire des podcasts. Ça te donne aussi un esprit curieux, renforcé aussi de nouveau par ta lune en Gémeaux, mais tu vas avoir une attitude rationnelle envers la vie, en fait. Donc, ça va te donner un côté logique et analytique qui, pour moi, est hyper utile dans la pratique de l'astro. Mais le côté un peu sombre de ce placement, ça pourrait être que tu vas pas parfois avoir tendance à suranalyser et être trop critique, notamment envers toi-même et ton apparence, puisque Mercure est ici en maison 1. Donc, du coup, peut-être que tu es parfois trop critique avec toi-même, avec les autres aussi, mais particulièrement avec toi-même, avec ton apparence. Donc, voilà. Je valide à 100%. Mais voilà, moi, est-ce que tu veux que je parle quand même des aspects que font Mercure ou pas? Parce que comme le temps passe, je me dis, est-ce que j'ai encore le temps de parler de ça ou pas? Je la fais pas longue, hein, mais... Tu peux le résumer en une ou deux phrases. D'accord. Donc, en fait, tu as une opposition avec Pluton. Et en plus, ton Pluton, il est en maison 7 et en Scorpion. Et donc, tu vas avoir avec cette opposition tendance à peut-être la suspicion et la méfiance envers les autres. Et parfois avoir une tendance à la manipulation dans les relations interpersonnelles. Tu peux avoir le besoin de contrôler tes interactions ou avoir le sentiment que tu es contrôlé par les autres, en fait. Donc, par contre, bon, tu as quand même un joli aspect avec Neptune. Et là, c'est hyper intéressant parce que ça montre en fait que tu as une imagination hyper créative et intuitive. Tu as une capacité à communiquer de manière empathique et sensible. Et donc, c'est renforcé aussi par Mars en Poisson. Et ça peut suggérer avec ce placement qui est quand même en maison 10 que tu vas te diriger vers une orientation professionnelle plus artistique dans les sciences humaines ou alors les domaines spirituels, tiens, l'astro. Et donc, en gros, si on mélange le tout et qu'on secoue bien, on obtient un cocktail qui fait de toi une personne qui a une forte capacité de communication et de pensée créative, ce qui prouve qu'en travaillant dans l'astro et les réseaux sociaux, et notamment avec un podcast, je pense que tu as trouvé le bon chemin. Merci Gaëlle. Je pense qu'on aura l'occasion de reparler du contrôle avec la lune noire. Pas, malheureusement. On va laisser Jen parler de ça. On va laisser Jennifer parler de ça, effectivement. Merci beaucoup. Avec plaisir. Très pertinent. Waouh, c'est bien parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on dit beaucoup de choses qui se suivent. Enfin, de toute façon, voilà, sur un thème astral, tout s'imbrique. Et
Encore une fois, une belle démonstration de toute la beauté de l'astrologie. Bref, petite Amina, nous allons passer à ton sentimental, au domaine relationnel dans ton thème astral. Pour ce faire, j'ai regardé beaucoup de choses et je vais réduire voilà, tout ce que je dis parce qu'il y a énormément de choses, je trouve, dans ton sentimental. C'était hyper fluide, en fait, d'analyser ça dans ton thème. Il y a des énergies qui se recoupent vraiment entre elles et qui prennent une puissance assez folle même. Voilà, il n'y a pas plein de placements différents. Tu as tes maîtres de maison qui se recoupent voilà, avec ta Vénus en maison 12, etc. Donc les énergies sont pas mal concentrées pour le coup et assez claires pour moi, sans mauvais jeu de mots évidemment. Voilà, c'était la blague du dimanche. Donc Amina, on a vu ensemble effectivement que tu étais ascendant Bélier, ça je pense qu'on l'a bien compris. Et du coup, ça veut dire que ton descendant est en Balance. Je vois ta tête dépitée. Voilà. Donc, on va parler de ce placement-là. Je vais reprendre un petit peu ta lune, un petit peu pour voir voilà, ton principe émotionnel dans les relations. On va parler de Vénus, on va parler de Mars, maison 5, maison 7 évidemment, et Junon, qui est conjoint dans ton thème astral en maison 7 à la lune noire. Donc, je laisserai Jen parler vraiment de la lune noire. Moi, je parlerai juste en termes de relationnel, comment ça peut se traduire pour toi. Donc Amina, ascendant Bélier, descendant Balance. Le descendant, pour rappel, encore une fois, même si tu le dis très bien, c'est l'opposition à l'ascendant. Et en général, c'est la seconde partie un petit peu de nous, de notre énergie. Contrairement à l'ascendant qui est plutôt extériorisé, le descendant en nous, il est plutôt intériorisé. C'est des choses qu'on n'a pas envie de voir. Et souvent, comme tu le dis très très bien, et j'adore cet exemple, qu'on va plutôt aller pointer du doigt chez les autres. Cependant, c'est quand même une énergie qu'on va être en recherche. C'est l'énergie qui va venir compléter finalement celle de notre ascendant. Et le descendant en Balance chez toi, Amina, est très synonyme finalement de, comme tu le dis encore une fois, c'est toi qui m'as appris cette notion, mais le people pleasing. Voilà, tu peux attirer à toi et tu attires de toute façon, malgré toi, les personnes qui vont être dans une recherche d'harmonie, de coopération aussi beaucoup. Tu as besoin d'avoir une énergie en face de toi qui va être beaucoup plus calme que la tienne, en opposition au Bélier. Beaucoup de romantisme aussi, tu peux chercher chez ton partenaire. En tout cas, un partenariat, une relation qui souvent, ce qui te convient à toi, c'est les relations équilibrées, dans lesquelles il y a beaucoup de discussions, d'avoir des discussions à deux, en plus avec la lune en Gémeaux, ce qui fait que ça favorise vraiment pour toi ce besoin d'échanger avec la personne. Attention quand même, parce que pour moi, avec tes placements que tu peux avoir, notamment en Poisson et en Scorpion maison 7, tu peux vite basculer dans le côté fusionnel. Voilà, énormément. Et du coup, ça peut vraiment potentiellement te faire du mal selon la personne que tu as en face de toi. Tout simplement parce que, on le sait, on a tous des personnes différentes en face de nous. Et autant tu peux avoir une personne, comme je te l'espère aujourd'hui, qui est lui aussi dans une relation de fusion et qui comprend ça et qui aime ça et qui le fait de façon saine, autant je pense que tu as pu et tu pourras encore tomber sur des personnes qui vont aller chercher le côté manipulation, justement, et réveiller cette part sombre, du coup, de ces différents placements. Avec un Mars en Poisson, tu n'as pas forcément non plus, tu le disais tout à l'heure, mais cette, entre guillemets, capacité à aller à attaquer ou défendre. Et si tu le fais, ça va être dans l'énergie de ton ascendant, du coup, ça va vite passer, en fait, finalement, et tu peux perdre dans les conflits, entre guillemets. Hein. Encore une fois, je mets des grosses pincettes dans ce que je dis, mais tu pourrais aussi beaucoup te faire avoir dans tes relations. Avec Vénus en Poisson, Mars maison 12, tu as vraiment ce truc de lunettes roses énorme, de tu vois pas le mal en fait. Dans tes relations, tu vas toujours trouver qu'une relation elle est enrichissante, qu'elle est belle, magnifique, passionnante. Tu vas vite te passionner pour la personne en face de toi avec la lune en Gémeaux. Pour le peu qu'il y ait un échange intellectuel, hop, ça allume la flamme et c'est bon. Et en plus, il y a le côté spirituel beaucoup chez toi. Forcément, tu vas vouloir en apprendre énormément sur cette personne et du coup, tu pourrais devenir obsessionnel de cette personne aussi. Et quand c'est réciproque, c'est magnifique parce qu'il y a une vraie connexion d'âme, il y a une vraie recherche de connexion profonde avec la personne en face de toi. Et quand c'est pas le cas, ça peut faire très mal, je pense, aussi. Et je pense que tu peux être très nostalgique aussi dans tes relations, avoir ce côté vraiment, comme tu le disais, hein, mais de garder les souvenirs parce que
tu as besoin de cette chaleur constante de l'amour, en fait, au quotidien. C'est très gnangnan, ce que je dis, mais, mais c'est très Vénus en Poisson. Voilà, c'est que tu es une amoureuse de l'amour, que pour toi, tu crois très fort en l'amour entre les gens, un petit peu aussi de l'amour universel, le fait que tu vois la beauté et le meilleur en chacun. Euh, Ça peut aussi, tu vois, avec le descendant en balance, pour moi, avoir un côté de dépendance émotionnelle, dépendance affective. Encore une fois, quand tu as des personnes en face qui sont dans la même façon d'être et qui sont là pour t'apporter des choses positives, c'est toujours très positif. Malheureusement, ben, c'est pas toujours le cas. Donc, tu peux souffrir dans tes relations. Dans tous les cas, les relations pour toi, avec le placement de Pluton, Scorpion, Maison 7, sont vraiment là pour venir te transformer, vraiment venir te challenger, dans le sens où, dans chaque relation importante de ta vie, qu'elle soit amoureuse ou pas, tu vas apprendre quelque chose. Soit tu gagnes, soit tu perds, mais tu apprends quelque chose. Et je pense que tu as la capacité en plus d'apprendre à la même personne en face de toi la même chose. C'est vraiment des relations, alors, pas forcément des relations karmiques, mais en tout cas des relations qui ont un sens. Voilà, peu importe la finalité, tu as beaucoup de relations sensées autour de toi. Et je pense qu'en grandissant, tu sais sélectionner aussi celles qui sont saines de celles qui ne le sont pas et celles dans lesquelles tu vas pouvoir sortir tes côtés lumineux, qui sont tous ceux qu'on a énumérés avant, et pas plonger dans tes côtés sombres où vraiment tu vas être en obsession sur une personne, où voilà, tu vas te transformer en Sherlock Holmes, ce genre de choses, et savoir à peu près tout sur la vie d'une personne sans même limite la connaître, tu vois, parce que ça, tu en es capable, évidemment. Tu peux aussi, alors c'est à prendre avec des pincettes, mais faire peur dans les relations, parce que tu es quelqu'un qui est extrêmement profond et qui a cette volonté d'aller chercher cette profondeur chez l'autre. Sauf que tout le monde n'en est pas au même niveau de connaissance de soi dans la vie. Et que du coup, tu peux un petit peu arriver comme ça avec tes gros sabots à dire mais moi, je trouve ça passionnant, il t'est arrivé des trucs dramatiques et tout, et la personne en face a peut-être pas envie d'en parler ou elle est pas prête. Voilà, tout simplement. Je sais pas si ça te parle, ça a pu t'arriver dans ta vie, ce genre de choses, même en amitié, mais je revois beaucoup ça dans ton thème. Effectivement, tu as vraiment touché dans le mille sur tellement de choses, je sais même pas par où commencer. Déjà, les relations avec des personnes qui sont pas profondes, ça marche pas. Et en fait, c'est la vie qui m'a appris ça à force d'essayer d'avoir des relations avec des personnes qui n'ont pas de profondeur. J'ai vécu juste avant ma relation actuelle, une relation assez courte avec une personne qui avait que des placements en signe de feu et en signe d'air, et qui du coup était très passionnée, très passionnante, mais qui ne me laissait pas entrer dans les profondeurs de son être. Et ça s'est vite terminé, du coup, parce que ça littéralement ne marchait pas. Euh, et, euh, et la dépendance affective, c'était le sujet de ma vie pendant toute ma vingtaine, sur lequel j'ai énormément travaillé. Et en fait, le déclic que j'ai eu, c'est en lisant un livre qui s'appelle Attached, qui je crois n'est pas traduit. Je ne sais pas s'il est traduit, ce livre, mais en fait, ce livre a changé ma vie parce qu'il m'a aidé à ouvrir les yeux sur le fait que, enfin, sur tous les schémas. Si jamais vous avez un problème avec la dépendance affective, ce livre est exceptionnel parce qu'en fait, il liste tous les comportements qui même, je ne vais pas faire la pub du livre pendant 1000 ans, mais qui même ne viennent pas en tête au premier abord quand on pense à la dépendance affective. Et effectivement, j'ai réussi à me voir de l'extérieur, à voir tous les schémas, à voir tous les comportements. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai réussi à mettre fin en fait à ces schémas-là. Donc effectivement, ça me parle énormément. Et la fusion dans la relation, j'ai vécu ça avec mon premier amour, qui a un thème astral qui est très très similaire au mien parce qu'il est né 5 jours avant moi. Enfin, il est toujours vivant, j'imagine, je ne sais pas, enfin, je crois. Mais en tout cas, il est né 5 jours avant moi et du coup, il a un thème astral qui est pratiquement le même. On a juste le placement de la lune qui change. Et pour le coup, c'était une relation extrêmement toxique parce qu'en fait, on était en fusion l'un avec l'autre dans notre monde et complètement coupés de l'extérieur. Donc pour le coup, oui, ça me parle beaucoup ce que tu me dis. Ah ouais, et le fait d'être, tu sais, comme tu dis, coupé dans votre bulle, c'est très très Poisson Maison 12 aussi, d'être seul ensemble, tu vois, de ce Ça. truc de on se coupe du reste, il n'y a que l'un et l'autre qui comptent et on se suffit à nous-mêmes, en fait, tu sais, d'être vivre en autarcie vraiment.
Enfin, moi, je le vois vraiment comme ça. Et aussi, ce que je voulais juste rajouter avant de passer la main, ça va être, parce que ça, c'est très important, c'est le profil sensualité d'Amina, on a tous envie de savoir. En fait, c'est une continuité de ce qu'on a vu précédemment, mais c'est vraiment cette recherche, tu as besoin vraiment de profondeur, de fusion dans tes relations intimes. Et je pense vraiment que tu n'es pas le genre de personne à faire l'amour avec n'importe qui. Et c'est quelque chose de sacré pour toi, vraiment d'ouvrir une porte vers ton intimité directe, genre. Et, et la personne en face de toi doit vraiment, vraiment être sur la même longueur d'onde, sinon ça passe pas, et sinon tu le ressens tout de suite. Dans tous les cas, tu as la capacité aussi de te refermer. En tout cas, pour moi, les relations sensuelles, sexuelles, pour toi, sont un langage de l'amour. Vraiment beaucoup. Et c'est ce qui te permet pour toi d'avoir un équilibre dans ta relation. Parce que je pense que contrairement à ta lune en Gémeaux, tu vois, où c'est très cérébral, où tu rigoles quand tu exprimes tes émotions, je pense que quand tu es sur le terrain de l'intimité, c'est vraiment, ça vibre et c'est profond et c'est pur et c'est beau et t'as pas besoin de parler en fait. Tout passe par l'échange avec ton partenaire en fait. Voilà. C'est extrêmement juste. C'est extrêmement juste. C'est pour le coup, pour moi, le sexe, c'est vraiment un moyen de donner et de recevoir de l'amour. Au-delà de recevoir du plaisir, c'est vraiment un moment de connexion très intense et très particulier. Et dans mes relations en général, mes relations amoureuses, j'en ai besoin parce que sans ça, pour moi, il manque une dimension supérieure en fait. C'est comme si quand on fait l'amour, on est ailleurs. Littéralement, on est ailleurs, on n'est pas là, et on accède à quelque chose de beaucoup plus profond et intense. Et ça, pour le coup, c'est clairement pas pour tout le monde, et c'est exactement pour ça que, comme tu l'as dit, niveau sexe, je préfère être seule que mal accompagnée. Parce que je peux littéralement pas, et pourtant j'ai essayé, vous savez, j'ai beaucoup d'amis qui adorent les coups d'un soir et qui trouvent ça génial et tout ça, et j'ai vraiment essayé pour le coup. C'est pas possible, ça marche pas. J'y arrive pas. Donc ouais, c'est extrêmement juste. Du coup, Amina, c'est entre toi et moi. Ouh là là. J'ai peur. Je vais sortir mon mouchoir. Regarde, je l'ai pris aussi. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Je ne sais pas si on doit forcément parler du Chiron parce que je sais que tu as déjà une masterclass qui parle de Chiron et de la lune noire, donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails de ce que ça veut dire. Les personnes qui sont intéressées, ils peuvent aller directement sur ton site internet et prendre la masterclass qui est disponible. Tu peux rappeler, si tu en as envie, un petit peu l'essence de ce que ça représente dans le thème astral. Yes, bien sûr. Donc, Chiron montre en fait comme une honte, une part en fait de notre vulnérabilité. C'est une douleur qui peut être profonde et cachée. Et c'est un peu comme un bleu qu'on garde. Et on oublie qu'on a ce petit bleu. Mais quand on met le doigt dessus, des fois, ça fait encore mal. Voilà comment je pourrais parler de Chiron. Donc, forcément, toi, tu as Chiron qui est conjoint à ton milieu du ciel avec Jupiter. Tu m'entends? Tu disais quoi? Fond du ciel. J'ai dit quoi? Milieu du ciel, c'est pas grave. Ah, perdre. Du fond du ciel, je reprends. Tu as Chiron qui est conjoint au fond du ciel en Cancer, donc aussi avec Jupiter. Donc ce Jupiter, il peut aussi nous parler du fait que tu es un enfant unique. Donc est-ce que ça l'est pour toi? Oui. Génial. Oui. Donc Jupiter en Cancer peut parler du fait de venir d'une grande famille, d'avoir des parents étrangers, ou peut-être la religion a pu prendre une certaine place dans l'éducation. On a aussi du mal à s'écarter des préceptes dans lesquels on a grandi. Et cela montre aussi que tu peux avoir une grande générosité et vouloir materner les autres. Ce Jupiter est aussi conjoint à Cérès, qui d'ailleurs n'est plus considérée comme un astéroïde, mais une planète naine. Et elle est souvent associée au signe de la Vierge. Et donc, elle représente Déméter, donc la déesse de la moisson.
Donc, Cérès parle du rapport avec son corps, notre lien avec la nourriture, la mère nourricière et notre propre mère aussi. Donc, en Cancer, qui est donc conjoint à Jupiter, on pourra parler de problèmes à gérer aussi les émotions et de se réconforter dans la nourriture. Sachant que tu as déjà plusieurs placements qui en parlent. Donc tu as ce Cérès, Jupiter, Chiron, tu as un Jupiter angulaire, tu as un Soleil en Taureau et une Lune en maison 2. Donc, on sent vraiment le côté, un problème avec le corps et elle a un problème avec la nourriture. Tu as pu vivre aussi des moments marquants avec avec ta maman. Désolée, l'accent alsacien, hein, dans ton enfance. Peut-être une séparation qui a été difficile, je ne sais pas si ça te parle, ou alors une certaine violence qui a pu être psychologique ou verbale. Oui, ça me parle. D'accord. Je te laisse continuer ou... Comme tu veux. Non, continue, je te laisse continuer. Ok. Donc, tu peux donc forcément avoir des problèmes à accepter ton corps et plusieurs endroits dans ton thème, on peut voir que tu es sujette aussi à une certaine forme de dépendance affective. Quand on voit tes placements de Jupiter au fond du ciel et Cérès, on ressent énormément le côté maternant, le côté maternel, la chaleur, l'affection. Mais ici, Chiron vient poser un problème en rapport avec tes racines familiales et donc forcément les figures d'autorité dans ta famille. On pense forcément tout de suite à une difficulté avec la maman, surtout avec cette lune qui est carrée à Mars. Donc, est-ce que tu as peut-être ressenti un sentiment de rejet par ta famille, de ne pas avoir été pleinement accepté tel que tu es? Il se peut aussi que tu aies ressenti l'absence d'un parent, pas forcément physique, mais pas présent pour toi, pour te soutenir émotionnellement comme tu en avais besoin. Donc, Jupiter ici a pu te faire partir et voyager, aller à ta propre quête pour savoir qui tu es et enrichir tes connaissances, tes croyances dans d'autres cultures pour trouver la tienne. Mais tu as pu aussi perdre un peu en ancrage ou vivre dans les excès des choses. Jupiter sera aussi présent pour te soutenir dans ta quête de trouver ton propre sens de la vie et trouver ta propre philosophie et ton propre bien-être. Je te laisse prendre la parole. Par où commencer? Merci. Alors, par rapport à la religion, j'ai effectivement été éduquée dans une certaine religion avec laquelle j'ai décidé de rompre. Et j'ai pas encore résolu. C'est pas encore quelque chose qui est résolu pour moi, mon rapport à cette religion-là. Je pourrais pas dire que je suis déjà en paix avec, mais je travaille dessus. Voilà. Et ça, alors attention, je fais une parenthèse pour le podcast. C'est pas un jugement envers une quelconque religion ou quoi. C'est vraiment mon histoire et c'est très personnel pour le coup. Donc voilà, je vais pas étayer là-dessus. Par rapport aux troubles alimentaires, alors par rapport à la nourriture, j'en ai déjà parlé. C'est pas quelque chose que j'en ai pas parlé récemment, mais j'en ai déjà parlé, il me semble, sur ce podcast. J'ai souffert de troubles du comportement alimentaire pendant 10 ans. Ah oui, ok. Donc de mes 15 à mes 25 ans. Et ça a été extrêmement violent et intense pour moi. Donc aujourd'hui, j'en suis sortie, Dieu soit loué. Et tu sais, c'est drôle parce que par rapport à ce que tu disais, par rapport à Jupiter, le fait de se trouver à l'étranger, c'est quand j'ai déménagé à Paris que j'ai guéri de mes troubles du comportement alimentaire. D'accord. Donc, en fait, ça montre vraiment le fait que tu avais besoin de sortir de cet environnement familial pour te retrouver et puis être en paix avec toi-même. Parce que j'imagine aussi, comme tu le disais, que ta maman, elle était aussi balance. Il y a aussi, en fait, le côté de vouloir toujours plaire, de tu dois être comme ça, tu dois être comme ci, fais attention. Tu as un côté qui est aussi très vénusien, donc vraiment le côté forcément apparence qui est important. Donc, ça montre vraiment, en fait, ça met le petit point sur le fait que voilà, c'est important pour moi ce que je montre. Et pourtant, tu as cet Uranus, donc pour sortir de ça. Et donc, ça montre vraiment que je pense que, est-ce que c'était aussi au moment où tu as décidé en fait de partir pour faire ta propre vie, pour faire ta propre carrière? Est-ce que c'était à ce moment-là aussi? C'est quand j'ai déménagé à Paris qu'il y a tout qui a fait sens. C'est quand j'ai déménagé à Paris que j'ai guéri
c'est quand j'ai déménagé à Paris que j'ai réussi à me reconnecter à mon propre sens d'indépendance, d'individualité. C'est à partir de ce moment-là aussi que j'ai rompu avec la religion. C'est à ce moment-là, en fait, que j'ai commencé à vraiment pouvoir réfléchir par moi-même. Donc oui, effectivement, il y a tout qui fait sens dans ce que tu dis. Ma relation à mon corps a toujours été quelque chose d'extrêmement compliqué. Alors, ça va beaucoup mieux aujourd'hui, mais c'est vrai que je dirais même depuis que je suis enfant, jusqu'à en tout cas mes 25, 26, 27 ans, avant mon retour de Saturne, j'avais une relation à mon corps qui était extrêmement compliquée parce qu'en fait, j'ai été beaucoup critiquée pour mon apparence physique par quelqu'un de très proche dans ma famille. Et en fait, j'ai grandi avec ce regard critique depuis que j'étais toute petite qui m'a empêchée de m'aimer. J'ai fait un énorme travail. Alors, l'amour de soi, c'est vraiment le thème de ta vie. le thème de ma vie. Le thème de ma vie, il y a des jours où c'est plus facile, il y a des jours où c'est moins facile. Aujourd'hui, ça va. Mais c'est vrai que je dirais pendant mon adolescence, ça a été vraiment très difficile. Et est-ce que tu penses que ça a pu commencer à tes 11 ans, vu que tu as un chiron qui a 11 degrés? Est-ce que ça fait sens pour toi? Oui, absolument. Parce que c'est à mes 11 ans que j'ai vécu un déménagement sur lequel j'ai pendant très longtemps remis la faute dessus parce que c'est à partir de ce moment-là que j'ai l'impression que ma vie a basculé. C'est-à-dire qu'avant, tout allait bien, on vivait dans un endroit où ça allait et en fait, on a déménagé dans un endroit un peu craignos où les enfants n'étaient pas très sympas et où à l'école, ça se passait du coup plus bien du tout. Et c'est à partir de mes 11 ans que j'ai vécu quelque chose que tu as peut-être évoqué après. Je ne sais pas si j'en parle maintenant ou si je te laisse continuer plutôt. Bah écoute, laisse-moi continuer et puis on verra si j'en parle, sinon on en reparlera. Mais du coup, là, moi, j'ai commencé à parler forcément des aspects parce qu'il y a beaucoup d'aspects à Chiron. Et donc, tu as Chiron qui est opposé à Uranus et à Neptune en maison 10. Donc, je ne vais pas m'étayer dessus puisque Bérénice va en parler aussi. Mais là, pour moi, vraiment, cet Uranus va t'apporter la bougeotte. Et donc, c'est vraiment, tu as pu décider assez soudainement de partir pour le travail, comme une certaine rébellion. Mais c'était aussi pour te permettre de te trouver toi. La maison 10 donc, parle forcément d'ascension sociale et te permettre de t'élever de tes racines. Donc, forcément, on en a parlé juste avant. Et avec Neptune, forcément, pour moi, ça parle d'addiction. Donc, de nouveau, on a cet aspect-là qui revient. Mais Chiron est aussi aspecté à ton Soleil, à Mercure, à Mars et à Pluton. Donc, c'est pas rien. Et ces aspects-là, en fait, va t'aider à transcender cette blessure et te donner vraiment la capacité à te dépasser et montrer ton essence même, à trouver mentalement les ressources en toi, surtout en maison 1, qui parle de ta personnalité. Mars vient aussi t'aider à trouver l'énergie nécessaire, à surmonter les obstacles, par peut-être une certaine solitude et un recueillement, ou dans la spiritualité, vu que tu l'as en maison 12. Et Pluton sera aussi présent dans tes recherches d'investigation pour retrouver les informations généalogiques que tu as besoin, aller en profondeur dans les recherches et te permettre de transcender cette blessure. Donc forcément ici, on parle de ton enfant intérieur qui a pu être blessé. Et la voie de la guérison est forcément de ne plus s'identifier à ton clan familial et de t'accepter pleinement tel que tu es. Tu dois retrouver ta propre identité, t'affirmer en tant que personne et trouver la sécurité dont tu as besoin à l'intérieur de toi et non à l'extérieur, par des possibilités de dépendance affective parce que ce besoin n'a pas été assouvi. Et, enfin, je m'embrouille. Et cet besoin d'affection n'a pas été assouvi quand tu étais enfant. Donc, forcément, le travail sur la généalogie et puis tes ancêtres pourra t'aider à comprendre certaines croyances limitantes et pour savoir tout simplement aussi d'où tu viens. Donc, ce que j'ai vu aussi, c'est que tu as un côté forcément très maternel. Je me demandais d'ailleurs si tu souhaitais peut-être devenir maman un jour.
En tout cas, s'il y a un blocage à ce niveau-là, il ne faut pas que tu le laisses prendre effet. Parce que je pense vraiment que le fait de devenir maman un jour ou l'autre te permettra en fait de guérir cette blessure que tu as eue en étant enfant. Et tu as toutes les capacités nécessaires pour être maman. Tu seras une très, très bonne maman si tu ne le sais pas encore. Mais je le pense très profondément. Et ça te réconciliera avec la parentalité et tu sauras exactement ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire par rapport à ce que tu as vécu. Donc, tu as aussi ton chiron qui est en signe cardinal. Donc, c'est vraiment, il viendra t'aider à te mettre en action et te pousser à soigner ce que tu vis maintenant dans ton présent à cause de cette blessure du passé. Donc, je me souviens d'avoir écouté un podcast où tu parlais, tu sais, d'avoir pris je ne sais pas quoi et d'être parti dans l'eau. Et après que tu t'es senti guérie. Et donc, c'est très parlant aussi avec tes placements parce que du coup, tu as le Jupiter qui parle de voyage, tu as le Chiron en cancer qui parle forcément d'eau. Et donc, Chiron, guérir la blessure. Donc, quand j'ai repensé à ça, j'ai trouvé ça très beau. Merci beaucoup. J'ai les larmes aux yeux parce que t'es pas la seule à me dire que le fait de devenir maman pourrait m'aider à guérir certaines blessures et qu'en fait, c'est quelque chose que mon âme veut accomplir. Aujourd'hui, dans ma vie, je m'en sens absolument pas capable. Mais est-ce que c'est parce que tu te sens tiraillée par ton stellium qui est en Capricorne et qui veut travailler, ou est-ce que c'est vraiment cette blessure qui dit je ne veux pas être maman parce que j'ai peur de refaire en fait ce que j'ai vécu en étant enfant, ou est-ce que je me sens pas capable de... Il y a mon stellium aussi qui vient me tirailler parce que j'aime trop ton signe, c'est mon bébé. Ouais. Et je me dis, si j'ai un autre bébé, qui va s'occuper de ce bébé-là? Bien sûr. De toute manière, on le voit, hein, c'est un tiraillement chez toi entre vouloir être maman et le fait de travailler. Donc, c'est clair qu'être entrepreneur, c'est très bien, mais c'est sûr que pouvoir gérer les deux, ça ne sera pas forcément possible. C'est assez délicat. Et en fin de compte, tu vois, les expériences de la vie font que voilà, tu as ta meilleure amie qui attend un bébé et tu vois vraiment les choses telles qu'elles sont. Et de toute manière, je ne sais pas si un jour on le ressent vraiment ou pas, si on devient maman. À demander aux auditeurs qui sont mamans. Mais pour moi, je pense que on a toujours cette peur de devenir mère. On se sent jamais en fait prête. Donc c'est juste un moment ou un autre où tu décides et tu es OK avec ça. Et puis après, faut prendre les devants et le faire, tout simplement. Et de toute manière, cette petite âme qui va s'incarner en toi, elle, vu qu'on croit en l'astrologie, forcément, on croit en la réincarnation et on pense que cette petite personne viendra en toi et parce qu'elle l'aura choisi à un certain moment donné. Donc, de toute manière, les étoiles s'aligneront quand ce sera le moment. C'est ça. Vraiment ça. Du coup, on passe maintenant... Ça va ? Ça va pas devenir plus léger, j'ai l'impression. Ça va être la lune noire, mais du coup, je trouve que tu as quand même déjà beaucoup travaillé dessus, donc ça va être quelque chose qui va être beaucoup plus facile à parler. Donc, la lune noire, on parle d'une certaine fragilité, un manque, un vide. Donc, ça peut être aussi une certaine sorte de rejet ou une obsession que l'on a. Et c'est très inconscient, donc c'est assez dur à conscientiser et à savoir que l'on a en fait cette fragilité, ce manque en nous. Donc chez toi, tu as donc ce Pluton en Scorpion qui est en maison 7, qui est conjoint à la Lune noire et conjoint à Junon. Donc Pluton, forcément. Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que déjà avec ça, on sent qu'il y a quelque chose où être vulnérable, c'est pas pour moi, s'exposer aux autres, c'est pas pour moi. Donc là, je vous dis, Amina, elle fait un travail de dingue parce que je pense vraiment que ça doit pas être facile pour elle.
Tu sais que j'étais justement en train de me dire, ouh là 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 là, j'en ai trop dit là. Non mais vraiment, je te jure, juste avant que tu parles de ça, j'étais en train de me dire, j'ai trop dit, est-ce que je coupe tout ce que je viens de dire au montage? Je pense que je vais le laisser, ça va m'aider à me faire travailler, mais ouais, c'est pas facile, effectivement. Ah, c'est sûr, c'est vraiment, on parle de toi et de ta vulnérabilité, de tes blessures, donc forcément, c'est quelque chose qui touche et qui n'est pas facile. Mais dans un sens, le fait que tu travailles là-dessus et que tu le montres à tout le monde, c'est un peu un pas vers toi-même et un pas pour dire, regardez, ben voilà, j'ai mes parts de lumière, mais j'ai aussi mes parts d'ombre et j'ai mes parts d'ombre que je suis encore en train de travailler. Donc, bravo à toi. Donc, Pluton, donc en Scorpion, donc il y a vraiment un rapport forcément qu'on parle ici en maison 7 de pouvoir avec les autres et surtout dans tes relations, forcément amoureuses. Tu recherches l'autre telle une quête, vouloir trouver sa moitié pour fusionner. Tu peux avoir aussi beaucoup de conflits ou de sentiments de manipulation, être victime de personnes toxiques ou toi-même aussi être toxique pour l'autre. Et dans un sens, tu recherches un peu l'autodestruction inconsciemment. Et donc, les relations deviennent forcément assez vite obsessionnelles. Donc, ça peut montrer aussi que tu recherches tout à l'extrême. Donc, tu veux aimer fort, tu veux aimer intensément. Et si tu n'as pas en fait cette sensation assez forte à ton goût, tu vas être mal. Et ça va te remémorer en fait ton manque d'affection que tu n'as pas eu pendant ton enfance. Donc, au lieu de rechercher l'amour pour toi-même, tu recherches l'amour chez les autres pour te combler et tu vas être ultra contrôlante parce que tu ne ressens pas la sécurité suffisante en toi. Tu as peur du rejet, alors tu vas checker son téléphone, tu peux aller faire de la magie, du vaudou pour l'avoir toujours vraiment à tes côtés ou alors aller le suivre dans la rue alors qu'il te dit qu'il va chez un pote. D'ailleurs, toutes les Vénus qui sont carrées à Pluton, je sais que vous êtes les mêmes. Donc, pourtant, tu vois, avec ce descendant en balance, on sent que tu recherches vraiment cette relation stable, le besoin d'harmonie, de fusionner l'un et l'autre. Mais c'est comme si tu avais besoin, en fait, de vivre la lumière et l'ombre de chacun. Pour toi, c'est super important aussi. C'est-à-dire, l'autre doit m'accepter tel que je suis, mais lui aussi doit m'accepter tel que je suis. Et si tu n'arrives pas à faire ça, eh ben, soit c'est toi qui vas être contrôlante avec l'autre, soit c'est l'autre qui va te contrôler et du coup, tu vas peut-être te conformer à ses envies et tu vas changer alors que tu n'as pas les mêmes désirs que cette personne-là. Et donc, forcément, le jeu de pouvoir et de domination va entrer en jeu. Par où commencer? Si j'ai évoqué le fait que j'ai été célibataire pendant 10 ans, c'était pas par choix. C'était parce que j'étais attirée que par des personnes on se faisait du mal, tout simplement. Donc c'est vrai qu'avant cette relation que je vis aujourd'hui, qui est extrêmement stable, et que j'ai malgré tout, à plusieurs reprises, essayé d'auto-saboter, parce que me sentir en sécurité et laisser quelqu'un m'aimer et laisser quelqu'un entrer, c'était extrêmement difficile pour moi parce que je laissais entrer que les personnes qui me faisaient du mal. Du coup, la thérapie m'a beaucoup aidée. C'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé en thérapie notamment. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir résolu ce point. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a préoccupée pendant toute ma vie parce que avant ma relation actuelle, j'avais eu aucune relation saine. Je savais pas ce que c'était. Et en fait, j'étais tout le temps à la recherche d'intensité, plus. Et en fait, pour moi, si je ressentais pas les papillons dans le ventre, c'est que je m'ennuyais et du coup, je passais à autre chose. Forcément, là, on ressent aussi la petite Vénus en poisson qui parle. C'est très parlant.
Et est-ce que tu vivais aussi une certaine fascination pour le sexe? Parce que bon, je suis désolée d'en parler là, mais forcément, quand on voit ce placement-là dans ta maison 7 en Scorpion, on ressent vraiment en fait cette intensité peut-être sexuelle, où tu disais de toute manière avant que tu avais vraiment besoin de fusionner sexuellement. Est-ce que ça peut parler de ça? Ça parle de ça aussi parce que j'ai été éduquée dans un profond rapport de honte vis-à-vis de la sexualité. Ok, Dans le je sens comprends où, bien. tout le long de ma vie, le sexe, c'était tabou, on n'en parlait pas. J'ai reçu aucune éducation sexuelle. Et du coup, en fait, plus c'était tabou, plus c'était interdit, et plus moi, j'avais envie d'aller explorer ça. Donc oui, effectivement, il y a toujours eu une sorte de fascination pour le sexe depuis toujours. Ouais. Mais c'est parlant aussi parce que tu vois, la Lilith, on peut parler aussi un petit peu de je vois le sexe sale, je vois quelque chose que si je le fais, je suis salie. Tu vois, il y a aussi cette possibilité-là avec cette Lilith. Donc, est-ce que tu es sortie de ça quand même, je pense, hein, de cette notion de le sexe, c'est pas bon, et si je fais ça, c'est que c'est une part de moi qui n'est pas bonne ou des choses comme ça. Tu sais que c'est complètement dingue parce que c'est exactement ce qu'on me disait. On me disait le sexe c'est sale. On me le disait comme ça, hein, littéralement. Le sexe c'est sale. Une fois que tu perds ta virginité, tu es sali. Mm. Et je l'ai guéri parce que, en fait, je l'ai guéri à travers la spiritualité. Parce que c'est à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité, où j'ai vu une toute autre vision de la sexualité, où on disait, bah en fait non, la sexualité c'est sacré. La sexualité, c'est beau. La sexualité, ça t'aide à te connecter à toi-même, ça t'aide à te connecter à l'autre. Et je pense que c'est à partir de 26 ans que j'ai fait le travail inverse et où j'ai complètement changé mon regard. Ça, pour le coup, je peux dire que c'est quelque chose que j'ai... Parmi tout ce qu'on a dit, où il y a plein de choses qui n'étaient pas résolues, ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est résolu parce que c'est grâce à la spiritualité et notamment grâce à un travail que j'ai fait avec le tantra, où j'ai réussi à vraiment voir qu'il y avait quelque chose d'extrêmement pur. Au contraire, en fait, à l'inverse de tout ce que j'ai appris en grandissant, que le sexe, ça peut être très pur et très lumineux. Mhm. Bah oui, c'est clair. Une preuve d'amour, tout simplement. Ouais. Et c'est comme ça qu'on crée la vie aussi. Bien sûr. Donc c'est beau, au final. Et c'est pas C'est pour sale. ça, c'est étonnant de dire que bah, le sexe est sale, mais en même temps, personne ne serait là si on l'avait pas vécu. Exactement. Donc, je continue. Donc, forcément, quand on parle de tout ça, on est un petit peu dans le dark, un petit peu dans le deep. Mais il faut aussi voir le côté assez lumineux du scorpion. Parce que qui de mieux que le scorpion pour pouvoir transcender toutes ces peurs qui t'habitent? Tu as forcément donc en toi toutes les capacités de te transformer, de te transcender, de mettre exactement le point sur ce qui ne va pas, car tu es forcément une fine psychologue avec cet aspect à Mercure. Tu vas pouvoir en même temps te dédier à aider les autres et à transformer comme tu as pu le faire pour toi. Donc, c'est très parlant forcément avec ton podcast parce que tu es très vulnérable sur ton podcast. Alors nous, ayant vécu avec toi dans le mentoring et tout ça, nous, on a surtout vu la working girl et tout ça. Et quand on t'entend après dans ton podcast, on ressent vraiment, tu vois, ce Mercure qui est opposé à Pluton et qui donne en fait l'enseignement de ce que tu as vécu, l'enseignement de ce que tu as appris. Et du coup, c'est une manière aussi donc, de guérir les gens autour de toi et de te guérir toi-même. Donc, tu as aussi Mercure, donc, comme on disait, qui est opposé à la Lune noire. Et donc, forcément, ça parle de notre jeunesse, de notre enfance. Ça montre vraiment, en fait, la honte que tu as pu ressentir. L'impression aussi de peut-être demander trop, de réclamer sans cesse. Et tu as pu garder, en fait, une tendance à réagir un peu comme un enfant, tu sais, faire un peu du boudin. Je suis pas contente. Est-ce que ça l'est pour toi? La jeunesse et l'enfance, difficile, oui, complètement. Et d'ailleurs, tu vois que Mercure est le maître de ma maison 3, donc ça vient toucher un sujet de ce qui s'est passé pour moi à l'école, en fait. Donc effectivement, oui, ça me parle beaucoup. Donc, pour transcender
tout ce que tu as vécu, forcément, on revient sur la même chose que te parle Chiron. Donc, c'est vraiment t'affirmer, que tu montres qui tu es vraiment, t'aimer tel que tu es et t'accorder de l'amour et de la douceur et aimer l'autre tel qu'il est aussi. Ce n'est qu'ensuite, en fait, que tu pourras trouver des relations qui sont forcément plus saines. Donc là, comme on le voit avec ton amoureux, on voit que vraiment, il t'apporte, en fait, cette possibilité de te transcender, te transformer, de voir les choses différemment. Donc, c'est très beau. Donc, la lune noire t'emmènera donc au plus profond de ton être pour t'aider à te libérer, te transformer. Et donc, bien sûr, en maison 7, je te dirais que d'aider les autres et faire confiance aux autres t'amèneront ce que tu n'as pas réussi à avoir, l'amour pour toi et les autres. Voilà. Wow. Mic drop. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu sais, c'est quand on lâche le micro comme ça, genre c'est bon, j'ai tout dit. Ok, je vois. C'est ça, exactement. Merci beaucoup, Jennifer. C'était extrêmement parlant, extrêmement pertinent, extrêmement profond. Ouais. Tu n'as pas pleuré? Bah si, quand même. Enfin, je me suis un petit peu retenue, je t'avoue, parce que the show must go on. Mais c'est surtout mon petit Chiron là qui Ouais, bien sûr. est un petit peu comme pour tout le monde. Hein, je pense que quand on vient mettre son doigt dans le Chiron, tu sais, c'est un petit peu. C'est ça. Et je trouve même quand ça parle de la famille, parce que c'est vraiment quelque chose où, mais en fait, tu es toujours attaché. Quoi qu'il en soit, toute ta vie, tu seras toujours attaché à ça. Et en fait, c'est ça qui est beau avec l'astrologie, c'est que toi, tu vis les choses d'une certaine manière. Et en fin de compte, avec l'astrologie, tu comprends, tu dis, bah, en fait, je suis venue ici pour vivre ça. Donc, j'ai choisi de le vivre. Donc, par exemple, pour toi, avec ce Pluton, on imagine forcément que c'est quelque chose de karmique, vu qu'il est en rétrograde. Mais quoi qu'il en soit, en fait, c'est quelque chose, on a décidé de venir sur Terre pour le vivre. Et du coup, ben, j'ai l'impression que ça allège un petit peu en fait, ce poids ou cette épée de Damoclès qu'on peut avoir au-dessus de la tête. Et c'est ça que j'ai trouvé très beau et qui m'a beaucoup aidée dans l'analyse de mon propre thème aussi. Effectivement, complètement d'accord. Ouh, merci beaucoup. Merci à toi. On va s'arrêter là pour cet épisode et tu pourras retrouver la suite de l'analyse de mon thème astral par les anciennes élèves du mentoring astro-intensif mercredi prochain, sans faute. Il y a encore beaucoup de belles choses et beaucoup de belles surprises, tu verras. En attendant, merci beaucoup à toi d'avoir écouté jusqu'au bout, d'avoir été jusqu'ici. N'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram pour me dire ce que tu as pensé de l'épisode, pour me dire s'il y a certaines choses qui ont résonné en toi. Fonce suivre toutes ces merveilleuses personnes sur Instagram. N'hésite pas à réserver une séance avec elles. Tu vois qu'elles font un travail de dingue en astrologie. C'est juste incroyable. Je suis tellement fière d'elles. C'est magique. Et si toi qui m'écoutes, tu as envie d'aller plus loin et que ça t'a piqué et que tu as envie de te former en astrologie et de te faire accompagner par moi, le mentoring astro-intensif réouvre les inscriptions au mois de juin. Donc n'hésite pas à t'inscrire sur la liste d'attente parce que les inscriptions sont ouvertes à la liste d'attente en premier. Voilà, et généralement les places partent très vite. Je te mettrai le lien juste en dessous, tu auras toutes les infos disponibles. Moi je te retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. Prends soin de toi et à bientôt.